impressionné beaucoup parce que moi, je me suis dit, on va être une petite vingtaine, souvent très haut. Et là, bon, vous êtes nombreux. Je vais essayer de vous dire des choses qui vous soient utiles. Il y a ici quelques têtes blanches, j'ai rien à leur apprendre de la vie. Ce sont vos parents, jeunes gens, vos grands-parents, ceux qui ont fait tant d'efforts pour tâcher de vous préparer un meilleur avenir que celui qu'ils avaient connu et l'avenir qu'eux-mêmes voulaient pour vous. Et ils y sont parvenus, car sur la base de leur sacrifice, de leur travail, de leur patience inépuisable, patience dans le travail, dans l'effort, mais aussi parfois sous l'injure, la moquerie, le racisme qui a accablé nos familles. Ils ont réussi à vous porter devant eux et c'est votre tour maintenant de prendre leur suite. Et c'est à vous que je veux m'adresser, jeunes hommes, jeunes femmes, qui êtes venus à ma rencontre aujourd'hui. Vous êtes tous maintenant assez cultivés pour comprendre que bien des fois la politique a été transformée en un spectacle. C'est comme si c'était un divertissement parmi d'autres. Et on voit des gens bavarder, bavarder, bavarder interminablement, remuer des hypothèses, faire des projections alors qu'ils ne savent rien de ce qui se passe. La France est entrée dans un moment important de son histoire. Et la France est à nous tous. Vos pères, vos mères l'ont construite. Et à votre tour, vous êtes en train de la faire. Du temps où j'étais un jeune homme, un Français sur 10 avait un grand-père étranger. On dit aujourd'hui 1 sur 4. Alors je vous pose la question. Ceux qui ont un grand-père étranger ici, ils lèvent la main pour qu'on voit. Honneur à nos anciens. Et qu'on en tire toute la leçon. Ce sont vos pères, vos mères qui ont fait ce pays. Ce pays est à vous, autant qu'aux autres. Et personne n'y a des droits de nature dessus. Ne l'oubliez jamais et n'acceptez jamais qu'on vous trie. N'acceptez jamais qu'on vous dise « j'ai des droits plus importants que toi de ceci ou de cela ». Nous sommes des êtres humains semblables, pas identiques, semblables, égaux en droit parce que nos besoins essentiels sont les mêmes et que nous avons les mêmes droits à les voir contentés par la vie en société. Tout le monde me comprend bien? Oui. Ce que je dis est à la fois simple, abstrait et important. Et nous ne sommes pas seulement en train de faire une campagne électorale pour gagner une élection. Nous sommes en train de construire ce pays. Car si nous l'emportons, cela signifie que c'est cette nouvelle France qui se sera affirmée, qui aura en quelque sorte pris le pouvoir sur elle-même. Cette nouvelle France, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de couleur de peau. C'est cette France qui a tellement changé depuis mon jeune âge. La période où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des comptes chèques. La période où elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation légale de leur mari. La période où l'essentiel des Français vivaient à la campagne, des travaux de la terre. Tout ça a changé. La période où, comme je l'ai dit, 1 seulement sur 10 avait un grand-parent étranger, nous sommes 1 sur 4. Voici cette nouvelle France telle qu'elle surgit en 2 générations, parfois en 3. Dévouée à sa patrie commune, porteuse d'idéaux communs. Et ceux qui sont ici sont plus français que d'autres s'ils comprennent que la patrie commune, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Voilà qui nous sommes. Voilà ce qui nous rassemble. Encore une fois, rien d'autre que cela. Après, chacun fait sa vie comme il l'entend. Chacun croit comme il croit juste de croire. C'est son affaire. Et il doit être respecté dans la vie digne qu'il essaye de se donner, sans qu'on se mêle d'aller lui dire autre chose que la loi s'applique et elle seule.
Si nous sommes attachés à une France laïque, ce n'est pas pour en faire un athéisme d'État, c'est pour prôner ce fait que la liberté de conscience doit être absolue dans un peuple libre. J'ai bien dit absolue, non négociable, non découpable en morceaux. Tout le monde m'a bien compris. Une fois, j'ai dit ça dans un meeting, je venais d'expliquer un truc des impôts. J'ai dit, je sais comment ça se passe, hein. Alors je dis, tout le monde m'a bien compris. Il y en a un qui dit, non, pas moi, j'ai dû tout réexpliquer. Les autres, ils n'en pouvaient plus de mes histoires d'impôts. Mais là, pour ce qui est de la France, je vois que tout le monde a compris. Alors maintenant, j'ai encore une chose à dire, une ou deux. La première, c'est qu'il faut prendre au sérieux une élection. Oui, c'est deux visions de la France qui sont sur la table. Et n'écoutez pas ceux qui vous disent que ça y est, l'affaire est réglée. Le vote est acquis, vous savez, les petits professeurs, je sais tout, là, qui passent leur journée, les fesses dans un fauteuil sur un plateau de télé à déblatérer pendant des heures de sujets auxquels souvent ils ne connaissent rien. Non, ce n'est pas vrai. Dimanche dernier, il nous a manqué encore 16 millions de personnes qui ne sont pas venues voter. L'Archouma. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle créole, moi. Ça s'appelle créolisé, ça, non? En tout cas, vous rigolez tous, donc ça veut dire que tout le monde comprend. C'est ça. C'est pour blaguer, hein? Oui. Comme ça, Madame Le Pen, elle va être mal si elle m'entend. Parce que Chouma, pour parler de la honte, ça ils aiment pas, mais algèbre aussi, c'est de l'arabe, hein, je le signale. Hein. Et puis c'est pas le seul mot en arabe de la langue française. Bien. J'ai dit le moment, mais là, il y a une autre question qui vient et qui devrait être en débat. La France, notre pays en commun, est exposé en première ligne du risque de guerre. Sur les frontières de l'Ukraine, nous avons 2000 militaires français. Vous savez, il y a une blague mauvaise qui dit « Dans la guerre, il y a plein de risques, mais le plus grand, c'est le caporal stratégique. » Le caporal stratégique, c'est le gars qui n'a rien compris et qui prend la décision qu'il ne faut pas prendre au mauvais moment et qui déclenche une guerre. Nous avons 2000 militaires français sur la ligne de front. Si un obus se perd, qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, en Ukraine, il y a 19 réacteurs nucléaires. Il y a celui de Tchernobyl. S'il prend un mauvais coup, qu'est-ce qui se passe? Les rivières qui sont là et qui les refroidissent vont toutes à la mer Méditerranée. Autour, nous sommes 500 millions à y habiter. Aujourd'hui, à cause du fait qu'il n'y a pas le cessez-le-feu à Gaza, la guerre est sur la frontière avec le Liban. Au Liban, il y a 700 militaires français sous casque bleu. Nous sommes en première ligne. Qu'est-ce qui se passe si nous prenons un mauvais coup? Pourquoi n'arrêterait-on pas immédiatement la guerre? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour qu'elle arrête? Il n'y a pas eu assez de morts, il n'y a pas eu assez de massacres. Ça, c'est le deuxième front. Et le troisième front, c'est en Asie, là-bas, entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, si vous voyez comment est fait la carte. Tout ce qu'il y a là au milieu, 50% de l'humanité, 60% de la richesse du monde. Là-bas, les fusils sont sortis, les mitrailleuses sont en place, les navires de guerre se déploient, les fusées sont là. Nous sommes dans un risque de guerre. Et nous autres Français, nous y sommes là-bas, par la Polynésie, par Mayotte, par la Réunion, par la Calédonie, Kanaki, où nous souhaitons que cessent les comportements néocoloniaux violents qu'on y observe. Immédiatement. C'est nous qui demandons qu'on rapatrie les personnes qui ont été mises en garde à vue, ôtées de leur territoire et mises en prison ici en France, à 17 000 kilomètres de chez eux. Je vous rappelle qu'ils ne sont condamnés à rien. C'est des gardes à vue, paraît-il, de longue durée, détention préventive, à 17 000 kilomètres de chez eux. Une des personnes qui se trouve là ayant 4 enfants, dont un qui a 4 ans. Quelle est la raison de cette cruauté qui lui est infligée et qui est infligée à cet enfant d'abord? Voilà ce que je voulais vous dire. Dans cette discussion, il y va de la paix et de la guerre, suivant qui dirige ce pays. Et nous, nous sommes le parti de la paix, de la paix. Paix en Kanaki, paix en Asie-Pacifique,
paix en Ukraine, paix à Gaza. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un pouvoir politique qui la veuille. Et il faut des dirigeants français qui ne changent pas d'avis tous les 2 jours sur ce qu'il y a lieu de faire, qui ne provoquent pas la terre entière par des propos irresponsables, qui n'aillent pas transformer notre pays en belligérant contre la Russie. Tout ça serait absurde, même si nous voulons qu'elle évacue l'Ukraine. Ce sont ces questions sérieuses qui sont en cause dans l'élection qu'il y a là. C'est de ça dont on parle. De même qu'on parle de savoir comment on peut arriver à vivre ensemble si les uns prennent tout et les autres n'ont rien. Jamais les fortunes se sont accumulées comme aujourd'hui. Vous êtes pauvre, mais le pays n'est pas pauvre. Le pays est plus riche qu'il n'a jamais été de son histoire. Il est plus dévasté qu'il n'a jamais été. Les services publics qui ne marchent pas. Tous ces services publics qui sont ce qui nous permet d'arriver à vivre ensemble et à vivre dans le respect de notre dignité. Nous ne sommes pas des pions ou des marchandises qu'on charge et qu'on empile dans des wagons de train. Nous sommes des êtres humains. Nous méritons d'être respectés. Oui. Nous devons être respectés. La société nous doit le respect. Pour ça, il faut que nos jeunes, les premiers, puissent être correctement éduqués. Quand je dis correctement éduqués, ça commence avec des enseignants à l'école, mais ça continue jusqu'à l'université. Et comme ceux qui sont dans l'enseignement professionnel dont nous avons absolument besoin pour faire fonctionner ce pays. Parce que ce pays ne peut pas fonctionner sans eux. On a besoin qu'ils soient accompagnés avec une allocation d'études. Ce n'est pas de l'argent distribué, c'est un investissement. Parce que ceux qui ne le savent pas, je ne leur reproche pas. Après tout, on a le droit de naître dans le confort aussi. Mais ils ne savent pas qu'il arrive que dans des classes de l'enseignement professionnel, jusqu'à 100% des élèves qui sont là travaillent le soir ou le samedi et le dimanche. Et que faire 2 choses en même temps, travailler et étudier, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et qu'à fur et à mesure, il peut se perdre du dévouement et du savoir-faire. Et puis, pour les plus anciens, il faut arrêter de leur chipoter la vie. Il faut arrêter de les martyriser. On a le droit d'arrêter sa vie de travail à 60 ans. Parce qu'à 60 ans, le corps n'est pas dans le même état suivant les métiers que l'on a fait, suivant l'épuisement physique ou l'épuisement nerveux, parce que l'épuisement nerveux aussi, ça existe. Regardez-moi, d'accord, j'ai tiré le bon numéro du code génétique, mais j'ai eu une vie d'intellectuel, et je peux, à mon âge, être dans la forme physique que vous me voyez. Mais n'allez pas croire que je me prends pour meilleur qu'un autre. Hein. Je suis aussi gourmand que la moitié d'entre vous et toujours en difficulté pour arrêter ou refuser les bons plats qu'on m'amène. Donc je ne vaux pas plus cher que vous. Mais c'est ça la vérité. Et il faut reconnaître cette vérité-là. Alors, il faut que les gens puissent partir à la retraite. Et je vous dis, si nous avons gagné à la fin du mois, tous ceux qui ont 62 ans, femmes et hommes, vous partez à la retraite. Et dans les 5 années suivantes, on reviendra à la retraite à 60 ans. Ce n'est pas vrai que c'est trop cher. Écoutez-moi comme je vais les faire enrager. Il paraît que l'Europe trouve qu'on est en déficit excessif. Alors on me dit qu'il faut désobéir. Certainement pas. J'irai leur dire, ah mais comme vous avez raison, on est en déficit excessif. Pourquoi ? Parce que les recettes sont insuffisantes, parce qu'il y en a qui n'ont pas payé leur part. Je vais la leur faire payer. Ils vont payer leur part. Ils doivent la payer. Je parle de ceux qui ont accumulé ces fortunes gigantesques. Et je suis sûr que beaucoup d'entre eux comprennent maintenant que ça ne peut pas continuer comme ça, que vous êtes en train de détruire le pays par votre cupidité, par le fait que vous ne savez pas vous arrêter. Vous ne savez pas si peu que ce soit à partager. Vous êtes en train de le détruire socialement. Vous êtes en train de semer partout de l'amertume, de la fatigue, de l'exaspération. Voilà pourquoi, je vous le redis, non seulement vous partirez, mais mardi ou mercredi, les prix seront bloqués.
à commencer par ceux de l'énergie, à commencer par ceux du gaz, et ceux qui ont augmenté exagérément seront immédiatement rabaissés. Ne croyez pas que je sois devenu le Père Noël comme je l'ai lu. Ah, ce gars-là, il vous propose des choses. On sait comment le financer. Qui va nous donner des leçons? Ce monsieur qui a fait 1000 milliards de dettes à lui tout seul en 7 ans va nous dire comment on gère la caisse, alors que nous sommes, nous, notre programme, soutenu par tant d'économistes de ce pays et par un prix Nobel d'économie. Vous avez entendu parler d'un prix Nobel d'économie qui est dit, Monsieur Macron, il paraît que c'était le Mozart de la finance. Vous avez vu le résultat? Ces gens sont des bons à rien. Rien ne marche, à part la machine à rentrer les sous. Par conséquent, tout ça, nous pouvons le faire. Et nous le ferons parce que notre budget prévoit que toutes les nouvelles dépenses seront payées par des nouvelles recettes. Et les nouvelles recettes, c'est ça qui va changer dans la vie, c'est que c'est pas vous qui allez les donner. C'est ceux qui peuvent les donner. C'est leur tour. Si nous faisons un pays où il y a un futur pour chacune, chacun, il y a un espoir de vie digne, alors vous verrez tout d'un coup la pression baisser. Vous verrez les tensions entre les gens baisser. Chacun s'occupera d'essayer de rendre meilleure sa vie en se rendant lui-même meilleur. À condition qu'on commence à dire aux gens que ce qui doit l'emporter, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est l'idée que nous formons une communauté humaine et que nous ne sommes pas tous des ennemis les uns pour les autres, que nous ne sommes pas tous en compétition les uns contre les autres, et qu'au contraire, plus nous nous entraidons, plus nous sommes forts, plus nous nous estimons et nous nous respectons, plus la société est celle du respect. Voilà la nouvelle France que nous voulons. Pour qu'elle marche, elle doit être partageuse. Vous autres, les plus jeunes, rappelez-vous de moi, de ce que je suis en train de vous dire, de ces deux-là. Un autre futur est possible. Ne croyez jamais que vous êtes condamnés à mal vivre. Ne croyez jamais que vous êtes condamnés à devoir baisser les yeux, parce que vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes des Français, et les Français tiennent leurs yeux tout droit, ils n'ont pas de maître, autre qu'eux-mêmes, les citoyens. Alors lui, il faut les lire. On en a besoin avec elle. Si on a le gouvernement, lui, il va au gouvernement, elle va à l'Assemblée. Lui, c'est pour la télé. Je dis ça pour la télé, comme ça ils vont aller le raconter. Cet homme-là, c'est celui qui mène nos affaires de politique internationale avec moi. J'étais avec lui au Liban, vous le savez peut-être, c'est lui qui a organisé ça, en Arménie, en République démocratique du Congo, au Sénégal, hein, le Sénégal, ça dit quelque chose à quelques-uns ici, hein. Ouais, vous avez vu comment le peuple il règle ses affaires? Donc si eux sont capables de le faire, on est bien capable d'en faire autant, non? Voilà. Bon, les Sénégalais, c'est nos frères, alors... Voilà le rôle qu'il a joué, qu'il continue à jouer. C'est celui qui observe, qui capte à temps ce qu'il faut faire. La France est certes un pays de pas 70 millions d'habitants, mais il s'attache à elle une espérance, une affection, parfois un peu déraisonnable. S'il nous connaissait de plus près, peut-être qu'il nous aimerait moins. Mais de partout, c'est ce que nous incarnons, le peuple souverain. Et les gens, si loin qu'ils soient, ils nous regardent comme ça. En ce moment, la terre entière regarde la France. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ce que je vous demande de faire, c'est de vous souvenir que cette élection n'est pas réglée et qu'il y a encore 16 millions de personnes qui n'y ont pas participé. 16 millions, c'est plus que le nombre de voix du Rassemblement national. C'est plus que le nombre de voix du Nouveau Front populaire. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, connaît au moins une personne qui n'a pas été votée. Et c'est à vous d'aller les voir avec du respect. Pas faire la morale, je sais tout, je te dis ce que tu dois faire. Avec du respect. Du respect pour les personnes qui, des fois, ont des raisons de ne pas y aller. Et il faut parler avec eux pour les convaincre. Convaincre, ça veut dire donner des arguments, donner des raisons. Et la principale raison que nous avons à mettre en avant à cet instant, c'est d'abord de vivre mieux parce que c'est possible. Et ensuite, c'est de dire
que nous ne voulons plus, nous ne voulons pas, nous ne voudrons jamais du racisme. Et que c'est la menace qui se présente devant nous. Le peuple français serait trié, explosé, montré du doigt. Nous autres, le Front populaire, nous sommes les premiers intéressés à la fin du racisme. Parce que le racisme, c'est le poison violent qui divise le peuple. Et quand le peuple est divisé, il est incapable de prendre le pouvoir. Parce qu'ils se détestent, ils se méfient les uns des autres. Il faut donc être unis. Pour être unis pleinement, il faut se respecter. Et pour se respecter, il ne faut pas avoir la tête farcie d'imbécilité raciste. Voilà pourquoi nous sommes les premiers adversaires du racisme. Et nous devons dire à ceux que nous voulons convaincre, tu n'es pas seulement appelé à trancher entre deux programmes politiques, ça on connaît, c'est la vie, mais tu es aussi appelé à trancher entre deux conceptions de la vie en société. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire, sachant que je ne vous apprendrai rien, mais que vous aurez du bonheur à m'avoir entendu et moi à vous voir.